Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du XXIe siècle. Je suis Solène Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de Soft Kids et l'autrice du livre « Préparez aujourd'hui vos enfants au monde de demain ». Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes experts et des invités autour des questions d'éducation du XXIe siècle. C'est parti! Et cette semaine, dans Génération Parents, nous avons nos co-invités réguliers. Ils sont de retour. Pascal, en direct de Lille. Salut Pascal. Salut à toutes et à tous. Barbara, en direct de Bordeaux. Salut Barbara. Salut tout le monde. Et notre invité spécial du jour qui est déjà venu nous voir et qui vient pour la deuxième fois, Marie, la directrice de la communication chez Academia. Salut Marie. Salut à tous. Bonjour. Alors, cette semaine, on a 3 grands sujets à explorer. Tout d'abord, l'actu de la semaine. Je voulais parler de la crise de confiance que nous voyons dans l'éducation nationale. Puis, le débat, ce sera qui sont vraiment nos ados suite à l'enquête qui a été réalisée par Academia et dont Marie viendra nous parler. Et après, nous passerons à nos rubriques habituelles, la question de parents et le super quiz. Alors, crise de morale chez le personnel de l'éducation. Ils ont le moral dans les chaussettes, mais bon, c'est pas nouveau, on le savait déjà du côté des professeurs. Mais là, le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale a fait sa rentrée avec une enquête qu'ils ont partagée et quelques chiffres qui donnent à réfléchir. 68% des personnels de direction jugent très négativement les choix ministériels, 93% sont insatisfaits de la politique éducative actuelle, 50% veulent changer de métier. Et sur le terrain, on apprend que toutes les grandes annonces de la rentrée sont pas du tout mises en place. Donc je vous rappelle qu'il a été annoncé le dispositif portable en pause dans tous les collèges. Et il y a que 9% des collèges qui disent qu'ils vont mettre en place le dispositif. 67% des établissements ne comptent pas le déployer, d'après donc les directeurs d'école, et 25% attendent encore d'autres directives. Et ce n'est pas tout, il y a aussi l'annonce d'un protocole santé mentale. Il y a que 6 établissements sur 10 qui ne vont pas le faire. Pareil pour le plan avenir orientation, 6 établissements sur 10 qui ne vont pas le mettre en place. En clair, il y a eu des annonces, mais tout ça, c'est beaucoup de communication, et sur le terrain, 1, il n'y a pas d'adhésion, et 2, il n'y a pas d'action. Alors, Pascal, Barbara, Marie, qu'est-ce que ça vous fait dire, ça vous fait réagir? Vous en pensez quoi là de cette com qui tombe? Ça fait un gros plouf là, toutes ces annonces de la rentrée. Moi, j'ai à la réunion de rentrée des filles qui viennent de faire leur rentrée au lycée, et elles sont dans 2 lycées différents. Je peux vous dire que les directeurs et directrices faisaient pas les malins sur l'annonce, sur le partage des annonces ministérielles, en disant en fait on sait pas trop quoi on est d'accord avec certains, un peu moins avec d'autres, et sérieusement ils marchaient sur des œufs pour nous partager les informations qu'ils sont censés nous partager en début d'année sur les nouvelles les nouveaux dispositifs ministériels. Donc je pense que cette situation rajoute à leur stress au quotidien ambiant. L'indécision, c'est jamais bon. Et puis en plus, après, ils ont aussi leur opinion personnelle, politique personnelle. Et je suis pas sûre que majoritairement ils soient satisfaits du gouvernement. Donc il y a l'échange dans l'instabilité. Ouais. Sont insatisfaits. C'est énorme, quoi. 93% sont insatisfaits de la politique éducative.
Et pour autant, il y a pas 93% des parents qu'ils ont dans la salle qui sont insatisfaits, ils le savent. Donc il faut qu'ils ménagent la chèvre et le chou, qui viennent avec leurs convictions personnelles, mais ils ne peuvent pas l'exposer parce que les parents, en plus nous on a choisi d'aller dans du privé, donc évidemment que les directeurs ils peuvent pas s'exprimer politiquement. Donc c'est franchement moi je les ai vus galérer, c'est compliqué pour eux et je comprends que l'instabilité rajoute Mais du stress et de ouais. l'insatisfaction, ouais. Et c'est compliqué aussi bien dans le privé que dans le public, hein. Moi, la semaine dernière, j'ai fait une émission radio avec une ancienne, pareil, directrice d'école privée et elle disait que, bah, elle voulait, arrêter après, 40 années, et qu'elle en pouvait plus et que tous ses collègues, même dans le privé, c'était pareil. Bah, les 50% là qui réfléchissent à changer de métier, c'est quand même, colossal. Enfin 50% des personnels de direction, ça fait ça fait quand Ça même, fait beaucoup. beaucoup. Oui, parce qu'en plus, il y a pas de nouvelles vocations. Bah non. Donc, Non? s'il y en a 50% qui partent, mais pas 50% qui reviennent, ça va être compliqué. Moi, Moi, j'interprète ça quand même, c'est le besoin de un peu de stabilité parce qu'en fait, depuis plusieurs années, bon, ça a toujours été un peu le cas, les réformes, qui se succèdent, mais là, ça s'est beaucoup accéléré. Oui. En fait, les annonces, des ministres successivement, qui sont à chaque fois restés pas longtemps et qui ont voulu marquer, leur passage de une ou plusieurs annonces qui, en plus, sont souvent des annonces avec beaucoup d'impact. Je pense que c'est ça, hein, c'est un peu l'épuisement et puis, j'imagine qu'ils doivent un peu lever les yeux au ciel parce qu'en finalement, ils n'y croient plus, quoi, eux-mêmes. Bah, là, on va quand même avoir le 8e, puisqu'on va avoir un nouveau ministre de l'Éducation nationale. Enfin bon, je sais pas, je suis pas devin. Peut-être que Elisabeth Borne va être reconduite, mais bon, on parle d'elle pour d'autres fonctions, donc ça m'étonnerait. Mais là, on va avoir le 8e en 6 ans. Alors, Ouais, c'est ça, c'est énorme. Mmh. tu vois, Barbara, toi qui accompagnes des équipes de management, moi j'en ai accompagné dans mon ancienne vie. Enfin, quand tu changes de big boss, de PDG ou je sais pas quoi tous les ans ou tous les 6 mois ou même, là, ils en ont eu 4 en 2 ans. Enfin, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, il y a pas de capitaine dans le bateau donc en fait, du coup, tu vois, chacun, nage dans une direction, la direction qui lui semble, la plus appropriée et on tourne en rond. Du coup, tu vois, c'est moi, mes enfants, moi, ils sont en primaire et ils sont en CM1, donc c'est la 4e année et c'est la 4e direction différente. Tous les ans, c'est une ah directrice oui. ou une nouvelle directrice ou un nouveau directeur et cette année, c'est un nouveau directeur. C'est hyper, smart ce que tu viens de dire Solène sur le parallèle avec le management, c'est exactement ma réflexion. On a tendance toujours à opposer le public et le privé. Bah là, je crois que c'est typiquement un exemple de situation où même cause, même effet. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec des directeurs qui subissent exactement la même chose que des managers en entreprise, des directions qui changent, des injonctions parfois contradictoires, et puis quand même, pas trop de moyens pour réaliser ce qu'on demande. C'est-à-dire que c'est cool, enfin c'est cool, c'est intéressant d'avoir des mesures parce que globalement il y a certaines mesures qui sont intéressantes sur la santé mentale, sur les téléphones, il y a des choses qui sont intéressantes à creuser et utiles pour cette génération, pour les enfants et les ados. Mais ils n'ont pas forcément les moyens de mener à bien, au-delà de leurs convictions personnelles, mais en plus ils n'ont pas les moyens de mener à bien ces projets-là. Donc en fait, bah, ce qu'on observe dans le privé, c'est-à-dire un désengagement et une volonté de changer de vie et voilà, bah, on le retrouve aussi, dans l'école et et effectivement maintenant ça monte à la direction. Tu rajoutes à ça que quand même globalement, je trouve que ces dernières années, moi je trouve ça dramatique, mais il y a quand même une dévalorisation très forte du corps enseignant, globalement. Je Quand même rappelle ce chiffre, hein, que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, 4% des enseignants français se trouvent valorisés dans leur travail. 4%. alors qu'en fait, ils ont un métier essentiel, c'est eux, largement en partie, en grande partie avec les familles aussi, mais ou de structures comme Academia, mais c'est quand même eux en grande partie qui forment et qui développent les compétences des citoyens de demain, des citoyens, des consommateurs, des collaborateurs, etc. C'est fou qu'ils se sentent effectivement dévalorisés par la société alors qu'ils ont enfin c'est fou, ça se comprend, mais c'est tellement dommage, c'est tellement dommage. Oui, mais ça passe par nous.
Tu vois? C'est nous, enfin, parce que Hyper les directeurs, ils ont pas, tu vois, on parle de on fait un comparatif avec le management, mais les directeurs d'école n'ont pas de lien hiérarchique avec les profs. Tout à Donc fait. ils peuvent être le leader, de l'école, ils peuvent donner des guidelines et alors là, pour le coup, partager de la reconnaissance et cetera. Donc ça, comme un manager, enfin comme un leader, on va dire. Mais nous, en tant que parents, on peut aussi, donner de la gratitude et des feedbacks aux profs. Moi, je fais encore des mots et des cadeaux, en 3e aux profs qui ont marqué, l'école et cetera et à la vie scolaire parce que c'est un rôle hyper important et moi, la vie scolaire, elle m'a dit: «Mais en 3e, on n'a jamais vu ça madame». Mais enfin, tu vois, pour moi, c'est Ouais, essentiel, y compris en 3e alors que je ne les vois pas. C'est pas comme, quand on est en primaire où on les croise beaucoup et cetera. Mais c'est notre rôle de parents, aussi de, remercier, de soutenir, les profs. complètement. Mmh. On peut complètement Ouais, non, mais ça, les c'est clair. remercier au moins comme tu dis via les cadeaux de fin d'année, les petits mots, ça, Ça ils sont sensibles. et après je pense que l'étape d'après, c'est d'arriver et je pense que c'est aussi ça qui est difficile pour les établissements, les directions, les enseignants, c'est de recréer du lien avec les familles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas d'opposer, c'est pas il y a pas la famille d'un côté et l'école de l'autre, c'est recréer des connexions pour dire: «C'est ensemble qu'on accompagne les enfants» et je pense qu'en fait, mine de rien, les profs, les instituts ou les directions d'établissement, mais ils sont hyper seuls. Ils sont hyper seuls parce qu'en fait, il y a les injonctions du gouvernement, enfin de leur ministre de tutelle. Il y a les injonctions des parents qui sont parfois assez contradictoires. Et il n'y a pas de comment on fait ensemble. Et je pense que si on peut aborder un début de piste de solution, je rejoins complètement Barbara, c'est qu'il faut recréer du lien Mais et on la a un vrai sujet les parents. de coéducation L'éducation, absolument. et de comment est-ce qu'on va, on va faire en Engager sorte les que parents dans les l'école. parents se sentent engagés Mmh. et cetera. Mais oui. On pourrait mettre en place Mais des projets communs. Enfin, il y aurait, enfin, quand t'imagines quand même dans une école tous les parents qu'il y a, quelle que soit la taille de l'école, mais et du coup toutes les compétences, tous les métiers. Enfin, il y a plein de choses qui sont hyper riches et qui sont hyper utiles pour la communauté, enfin la communauté d'une école, la société quoi. C'est faire société finalement une école. Et en fait, on pourrait imaginer des projets en commun où chacun apporte. Alors je sais, on court tous après le temps, donc il s'agit pas de recharger de recharger la mule évidemment, mais quand même, voilà, il y aurait sûrement de la collaboration à créer. ouais, mais le problème, c'est que des 2 côtés, ça casse parce que souvent les enseignants vont dire: «Nous, on n'a pas le temps. Ouais, Vous je sais. pouvez venir expliquer votre truc, votre machin, mais en fait, ça rentre pas dans mon programme» et en fait, on a Je suis un pas énorme payée après. souci. Ouais, et je suis pas payée en plus pour faire ça et cetera et en fait, les programmes, ils ne font que, s'allonger, s'alourdir et cetera. Quand tu vois juste la note de rentrée, d'Elisabeth Borne avec toutes les priorités, il y a 7 priorités, pour les enseignants. Enfin, c'est énorme et en fait, tu as l'impression que tu fais que leur ajouter des couches sur des couches sur des couches et après, ils te disent: «Oui, mais on doit terminer le programme, à la fin de l'année», J'ai et du coup, l'à côté n'est pas, ouais, mais alors Ça n'a pas de place. n'a pas de place c'est très, très compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a un énorme problème d'attractivité. Nous, on a la directrice qui s'en va, à la retraite en janvier. Les rumeurs disent que son poste a été proposé à plusieurs enseignants de l'école et qu'ils ont tous refusé. Donc tu te dis: «Waouh!» En fait, ça fait pas rêver, quoi. Ça donne ouais, ça les fait pas rêver effectivement. Nous, on a eu pas mal aussi de changements de direction, d'école, aussi dans notre quartier et effectivement à chaque fois, on propose aux enseignantes en place et c'est en l'occurrence des enseignantes, effectivement, c'est souvent quelqu'un d'autre qui arrive, qui prend le rôle de direction, se jette pas dessus, hein. Mmh. et pour la petite blague quand même, par rapport à ce que tu viens de dire Solène, cette priorité, bah, c'est plus vraiment des priorités quoi, comment tu fais cette priorité? Moi je sais pas. Non, mais il y a C'est ça. enfin, c'est en fait, les profs, il faut qu'ils fassent, gardien, psy, Mmh. enfin, c'est too much, quoi. Et à côté de ça, je voyais que, par exemple, là, j'ai failli le mettre aussi dans l'actualité, mais il y a pas assez de psy scolaires, mais il y a pas assez de psy scolaires parce qu'il y a pas assez de psy qui se présentent au concours des psys scolaires. Mmh. 100, il manque 400 psys scolaires.
Alors que c'est tellement utile. Et alors que pourtant la filière psy, elle est dans le top 5 des filières prises à l'université par les étudiants, donc je comprends pas pourquoi aussi ils vont pas sur des filières comme ça. Mais en fait, c'est juste que l'éducation nationale, ça ne fait plus rêver personne. Ah Bah, bah, non. moi, je vais être un peu polémique, mais quand c'est de l'université financée par l'État et qu'il y a un diplôme financé par l'État, du coup, on devrait les réquisitionner pendant 2 ans et qui peuvent faire n'importe quoi dans leur carrière. Je suis assez d'accord, moi. Ouais. Ouais, 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 Avec toi ouais. dans la polémique, alors, Mais parce que je suis assez d'accord. Ben, carrément, Mais on a le je même veux dire, sujet sur les médecins. C'est le même sujet sur les médecins. Mais effectivement, à partir du moment où c'est financé bah, sur les là, médecins, moi qui ai été, présidente d'une crèche parentale associative, je peux vous dire, trouver le médecin de crèche, c'est, ouais. mission impossible, hein, c'est pareil, hein. Donc ouais, sur ces sujets-là, il y a quand même, beaucoup, beaucoup à dire. Bon, on va, en terminer là sur l'actualité, mais bon, enfin, le résumé, c'est: soutenons le personnel éducatif, faisons de la coéducation pour les aider là, parce que, c'est pas possible d'avoir, en face de nos enfants, des enfants qui ont des adultes qui ont autant, le seum, comme diraient les jeunes. Vous êtes parent d'un enfant entre 6 et 15 ans, actif, débordé, et vous voulez un quotidien beaucoup plus calme. En 6 semaines, avec ma formation Être parent au XXIe siècle, je vous aide à fluidifier le quotidien familial, gérer les écrans avec sérénité, accompagner les devoirs sans drame et répartir la charge mentale en famille. Tout ça en développant les compétences humaines de vos enfants. Des vidéos courtes, des outils pratiques, un soutien pour vous au quotidien. La formation est adaptée à votre rythme, elle est conçue pour les parents actifs. Alors rejoignez la Soft Kids Academy et faites la formation Être parent au XXIe siècle. Toutes les infos sont en commentaire de cet épisode. Bon, allez, on passe au débat avec Marie Rijbach, la directrice communication d'Academia. Donc Marie, vous avez lancé une enquête, une étude qui s'intitule «Qui sont nos ados?», que vous avez fait Tout en à fait. partenariat avec Odoxa et que vous avez sorti pour la rentrée des classes, donc la première semaine de septembre. Et bah, ce sondage montre à quel point on est On plein est de loin des clichés. clichés avec les jeunes. Alors, 2 chiffres qui ont retenu mon attention: 67% des adolescents sont favorables à l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans. Ben voilà, hein. En fait, on est en mode, ouais, ils ont pas compris et tout, mais ils ont très, très bien compris. 76% sont prêts à supprimer un réseau s'il les rend anxieux. Donc en fait, bah, ils sont Super. pas accros comme on le pense. Voilà, Marie, déjà, est-ce que tu peux m'expliquer le contexte, de cette enquête? Bien sûr. Et puis, bah, voilà, qu'est-ce que vous en retenez, et Alors pourquoi oui, c'est important d'écouter les jeunes? je pense qu'ils sont accros, mais ils sont conscients, des impacts négatifs que ça a sur eux. Et après, on va y venir, mais l'idée, c'est de pouvoir les aider parce que, nous-mêmes, en tant qu'adultes, on est parfois accros. Alors sur un cerveau d'ado qui est moins, voilà, dont enfin voilà, on sait qu'il n'a pas fini de se développer et c'est d'autant plus dur pour lui de, résister au fonctionnement, des algos des réseaux sociaux conçus pour nous garder. On fait une petite parenthèse, Donc pour les parents qui n'auraient pas l'information, mais le cerveau de nos enfants se développe jusqu'à 25 ans. Et notamment toute la partie cortex préfrontal qui gère les émotions, et c'est un peu pour ça que, en fait, il y a pas de crise d'ado, c'est juste que, le cerveau, il est en train de s'adapter, de se développer et cetera. Voilà. exactement. Donc oui, pour revenir à ta question initiale du contexte de l'étude, en fait, c'est la deuxième année qu'on travaille avec l'institut de sondage, Odoxa. Ce qu'on veut faire, c'est, de créer une sorte d'observatoire des ados en leur posant, les questions à eux directement. Donc on interroge, environ 1 000 ados, de 11 à 18 ans, représentatifs de la population française et on leur demande leur avis ou leur vécu sur des sujets qui les concernent
et pour certaines questions, on interroge en parallèle aussi des parents d'ados, pas nécessairement les parents des ados, interviewés, hein, mais on interroge aussi des parents pour avoir un peu le point de vue en miroir sur certains sujets et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, sur, les questions relatives aux pistes, envisagées, par le gouvernement donc de l'accès au réseau avant 15 ans et donc là, 79 des parents favorables et 67 plus surprenant des, 11-18 favorables aussi. Et sur l'interdiction, du téléphone, au sein de l'établissement scolaire, y compris au lycée, je précise parce qu'au collège, enfin, de toute façon, c'est déjà le cas, dans la mesure où c'est mis en œuvre, mais voilà. C'est pareil, 79 des parents sont pour et côté, ados, je crois que c'est à peu près 60 de mémoire. Je n'ai plus le chiffre exact. Oui, je crois que c'est 60. Donc, là encore, ils sont plutôt, favorables. Donc ça, c'est, voilà, ça, c'est un peu le contexte. Est-ce que, ce qu'on en retient, c'est ce que tu disais, on voit des ados qui sont pas tels qu'on les imagine. C'est-à-dire que, en fait, ils sont lucides et d'ailleurs, je suis qu'à moitié surprise dans le sens où il y a à peu près 3 ans, j'étais allée dans un de nos centres, pédagogiques, à Paris dans le 12e et j'en avais interviewé, quelques-uns, sur un autre sujet, mais une des questions portait sur les réseaux sociaux qu'ils utilisaient et plusieurs m'avaient dit, collégiens et lycéens, plusieurs m'avaient dit, en parlant de TikTok en particulier: «Ah non, mais TikTok, par contre, je l'ai désinstallé, ça me prend trop de temps» et j'avais été scotchée, en fait, à ce moment-là, parce que je me suis dit: «Ah ouais, quand même, il y a vraiment un recul». Mais Heu là-dessus, je te coupe, pardon, mais Vas-y, parce qu'il y vas-y. a un super reportage qui était passé sur Arte dédié à TikTok, où en fait on voyait les ados sur TikTok et quand la journaliste leur demandait leur temps, ils disaient oh bah 30 minutes par jour et quand ils allaient dans les dans, Dans les settings, dans les ouais. settings et qu'ils voyaient qu'en fait ils étaient à 3 heures, ils étaient là oh mon Dieu mais c'est pas possible. En fait ils avaient pas conscience. Et après, la deuxième question, c'était est-ce que vous seriez prêt à le supprimer? Et tous, à 100%, ils disaient oui si c'est supprimé pour tout le monde. Ah oui, voilà. Ah bah, effectivement, c'est bien tout l'enjeu. La difficulté, c'est que sortir de ces réseaux, Tout seul. forcément, tout seul, c'est se mettre enfin, c'est de risquer en tout cas de se mettre à l'écart des autres, alors en fait, c'est paradoxal parce que, par exemple, sur le sujet du harcèlement, bah, si on est dessus, on peut se faire, cyberharceler et donc le harcèlement potentiellement subi, à l'école continue. Mais en même temps, si on n'y est pas, on peut, se faire moquer et donc bon, finalement, on arrive à des situations comparables parce Mais qu'on quand est le même seul à pas y harcelé. être. Ouais. Donc effectivement, à mon sens, ça peut être que collectif. Et après ça va pas, enfin évidemment que ça va pas suffire de juste interdire et qu'il va falloir, à la fois sensibiliser les parents, sur, le fonctionnement, des réseaux sociaux et les risques associés, en particulier pour leurs enfants. Et d'autre part, éduquer les enfants toujours à ce fonctionnement, mais aussi voilà, aux risques, que ce soit, d'un point de vue de la santé, d'un point de vue du harcèlement, d'un point de vue, de la désinformation aussi évidemment. Heu, donc oui, en fait, il y a pas mal de choses à faire en parallèle, mais comme tu dis, il y a une forme de pression sociale. Et je vois par exemple les parents qui voudraient que leurs enfants ne soient pas sur les réseaux ou n'aient pas de smartphone. Bah, c'est très compliqué parce que, à partir du moment où 90 des enfants de la classe, en ont ou y sont, bah, ça les met, à part et Bah on sait oui, à quel point ils veulent pas être à part à cet âge-là, quoi. ouais, surtout, mais après c'est les réseaux sociaux et c'est tout. Moi j'ai mon aîné là, il a un de ses copains donc ils sont en quatrième, qui vient d'avoir l'autorisation pour jouer à Minecraft en ligne. C'était genre, ils attendaient tous que ce copain, il puisse jouer avec eux, parce que il fait partie de leur bande de potes et ça faisait, bah, depuis la sixième, parce qu'il jouait depuis la sixième, donc 2 ans qu'il avait pas le droit, quoi. Ouais. Donc il était un peu, il est, mis à l'écart. Mais après, ça dépend aussi comment c'est là où je pense, que les parents doivent un peu s'allier pour être sûr qu'il y a un peu les mêmes règles. Moi, je sais qu'on essaye de s'aligner, sur les règles, par exemple, bah, de leur, groupe, Minecraft quand ils jouent, et de voir que, il y en a pas un, qui a, open bar, qui peut jouer, pendant 7 heures, parce que sinon, en fait, jamais ils s'arrêtent. Enfin, il y a pas de
je veux dire, à ces âges-là, l'autodiscipline, c'est extrêmement compliqué. Et là, moi, Ouais, ce que je trouve très inexistant. intéressant dans le sondage et qui peut amener les parents, vous qui nous écoutez chez vous, à avoir la discussion avec vos enfants, c'est quand vos enfants, ils sont tout le temps en train de vous dire: «Ah mais lui, il a droit et pas moi». Bah là, en fait, quand on voit les résultats, qu'il y a 54% qui accepteraient d'être limités à 1 heure par jour, donc il y a plus d'un enfant, enfin d'un ado sur 2 qui accepterait la limitation. 70% qui sont prêts à renoncer au réseau après 21 heures, donc ils sont prêts à renoncer au couvre-feu. 70%, c'est beaucoup. Et donc ça me fait dire que oui, tout le monde a ça ou tout le monde veut ça. Non, en fait, il y a On peut s'appuyer sur ces chiffres voilà. effectivement, pour discuter. Je trouve ça intéressant aussi de ce point de vue-là, comme tu dis, dire: «Bah, en fait, regarde, ça se trouve, enfin, toi, qu'est-ce que tu en penses?» Et on pourrait être surpris de Mais oui, par la réponse, de nos enfants ou des copains, de nos enfants et puis même entre parents, comme tu disais, essayer autant que possible enfin, oui, d'avoir une conversation sur le sujet. Bon, voilà, c'est plus ou moins facile selon que ce soit les parents vraiment des copains ou les parents de la classe plus largement, parfois c'est plus difficile. Mais au moins, de toute façon, les copains, a priori, c'est ceux avec qui ils sont, aussi sur les jeux en ligne notamment, donc ouais. Mais il y a 2 trucs, chez les ados, c'est la pression sociale et vous l'avez bien dit et puis il y a le sentiment de justice. Alors leur perception du sentiment de justice qui est exacerbé Tu chez les raison, ouais. et qui est humain en plus parce que même chez les adultes, il y a une étude qui est géniale sur le sentiment de justice. C'est-à-dire que il y a eu une étude américaine, il faudrait que je vous retrouve, mais que moi j'utilise souvent quand on parle d'augmentation et avec les managers. Mais en fait, on propose un chèque de 100 000 $ à quelqu'un et on lui dit, ben, faut que tu le partages avec quelqu'un d'autre dans la rue. Et en fait, ils font rentrer la deuxième personne dans la rue. Et la première personne, elle lui dit, je te partage moitié-moitié. Et la première personne, enfin, les personnes en règle générale, elles sont d'accord pour partager jusqu'à 50%, mais en deçà, elles préfèrent refuser l'argent parce que le sentiment d'injustice est trop fort. ouais, Donc, parce elles que tu penses préfèrent qu'il va gagner. renoncer à... Ouais. OK. Pour ne pas avoir ce sentiment, pour ne pas vivre ce sentiment d'injustice, elle renonce, elle préfère renoncer à l'argent. Donc évidemment, chez les ados, c'est en plus exacerbé, c'est humain et en plus chez les ados, c'est exacerbé. Donc sentiment de justice, ben lui, il y a droit et pas moi. Bon, c'est quelque chose. Et puis, ça, tu l'as très bien dit, Solène, il vient de nous voir en nous disant, mais lui, il y a droit et pas moi. Donc là, c'est vraiment euh, Je pense qu'il faut aussi un peu légiférer par rapport à tout ça, parce que entre guillemets, c'est tellement énorme que ça nous dépasse, quoi. Je pense que c'est faire reposer beaucoup sur les parents, de ne pas légiférer parce que d'une part, c'est très difficile, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, voilà de Ah, on t'entend plus, Marie. pardon. C'est Ouais. très difficile de mettre ça vraiment en place en tant que parent et d'autre part, il y a aussi des parents, qui, ont moins envie de le mettre en place parce qu'eux aussi, ils sont peut-être moins sensibilisés à ce sujet-là, aux impacts, que ça peut avoir sur leur enfant. Enfin, je pense quand même que tout le monde n'a pas le même niveau de sensibilisation, sur ces sujets-là et du coup, on aura toujours des personnes qui seront pas forcément aussi enclines à vouloir, aller dans cette direction. Ah, Or, leurs enfants vont en souffrir tout autant. Donc, c'est vrai. Après, moi, je trouve que, on a quand même basculé dans une époque où on légifère un peu beaucoup et surtout et en permanence et avec aussi un une espèce de saturation et qui fait que finalement on légifère mais c'est pas appliqué ou c'est pas applicable. Donc moi, je mets un peu de nuance là-dessus. Moi, je crois quand même beaucoup à la sensibilisation. Là, ce dont on parle, c'est quand même d'un sujet, sociétal, et je suis pas sûr que légiférer soit la solution ou en tout cas l'unique solution. Mais c'est d'ailleurs pas du tout ce que tu disais, tu pas parlé d'unique. complètement d'accord, ouais. Mais Faut moi, faire les 2 à mon sens. je te comprends, Pascal, mais je vais te dire pourquoi moi je suis pour légiférer et que je serais pour l'éducation. Le problème, c'est que les réseaux sociaux ne font pas ce qu'ils ont à faire
et que si les TikTok, Instagram, etc. étaient des lieux safe pour nos enfants, dans lesquels ils ne voyaient pas comment faire un nœud pour se suicider, comment se scarifier, qu'ils ne voyaient pas des personnes expliquer que les femmes sont des moins que rien, voilà. Là, j'aurais aucun souci pour dire voilà, il faut faire de l'éducation, etc. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas confiance dans les réseaux sociaux pour apporter des choses qui sont adaptées à l'âge de mes enfants. Et Absolument. comme eux, ils veulent pas faire ce travail-là et que en fait, ils se reposent, j'en ai déjà parlé, les réseaux sociaux disent que c'est enfin, que ce soit Instagram, TikTok, ils disent que D'accord. c'est aux constructeurs de téléphones de vérifier l'âge des enfants et que ce n'est pas à eux de le faire, eh ben, on se retrouve dans un cercle infernal où tout le monde se renvoie la balle, où personne ne prend ses responsabilités et où on a des réseaux qui n'ont pas d'éthique et qui poussent à nos enfants des choses qui, pour moi, ne sont pas acceptables. Et c'est pour ça que moi, je souhaite qu'on légifère parce que les réseaux sociaux ne font pas leur job. Alors, j'apporterai une toute petite nuance entre Instagram et TikTok. Ouais. Oui, Alors, sur TikTok, la c'est le plus légifération, oui, addictif. on est loin sur les contenus d'avoir des contenus équivalents entre Instagram et TikTok. TikTok, on est quand même, c'est moins légiféré et les contenus, il y a moins de modération et les contenus sont effectivement condamnables pour sûr. Et sur la partie opérateur, c'est-à-dire téléphonie, il y a aussi, enfin, je fais un peu l'avocat du diable, mais juste pour ouvrir le débat, c'est que techniquement, et technologiquement, c'est beaucoup plus facile à l'opérateur de contrôler l'âge d'un device. C'est comme une adresse IP sur ton ordinateur. Enfin, je grossis le trait que l'application, parce qu'en fait, l'application, à moins de scanner ta carte d'identité, mais là, tu ne peux pas faire ça parce que tu as des risques d'usurpation d'identité. C'est encore plus dangereux de demander de scanner ta carte d'identité avec ton profil que d'enregistrer ton device et de demander à l'opérateur l'âge, ce qu'ils font déjà d'ailleurs, faut juste le partager. C'est sûr. Ce que je voulais ajouter quand même, je crois que j'ai déjà dit ici, mais moi j'ai une vision, mais je me trompe peut-être, voilà, c'est que je crois qu'on est au début de la fin du cycle des réseaux sociaux tels qu'on les a connus. Parce Mmh. qu'il y a une prise de conscience quand même de plus en plus généralisée des dérives. Il y a plein de choses cool sur les réseaux sociaux, hein. Si on prend juste par exemple MeToo, avec les impacts archi positifs que ça a apporté, viennent des réseaux sociaux. Mais quand même, les dérives en termes d'isolement, de santé mentale, d'absence de mobilité, enfin, etc., ils sont énormes. De montée du masculinisme, voilà, l'explosion des tentatives de suicide chez les jeunes filles, puisqu'on parlait des ados qui est exponentielle et qui est ouf. Voilà. Ceci dit, effectivement, moi, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience qui devient de plus en plus généralisée. On le voit avec l'étude. Ils ont Ouais, on voit vraiment avec cette étude. cette conscience-là. Moi, j'avais interrogé mes étudiants. En fait, ils ont la même prise de conscience. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en ambivalence totale de dire, on est hyper addict parce que le truc est mais bigger than you, quoi. Bigger than me. Donc, en fait, voilà, j'y arrive pas. Pour autant, j'ai absolument conscience que c'est pourri. Il y a pas très longtemps, il y a un chercheur qui va un peu dans cette hypothèse et qui dit que effectivement on est sur la fin de ces réseaux sociaux tels qu'ils existent en mode très open et qu'on va aller sur des réseaux sociaux beaucoup plus fermés avec des plus sous fonctionnement de communauté fermée où on peut choisir et où tu te connectes par rapport à un intérêt commun, que ça soit une passion sur j'en sais rien, un sport, un artiste, peu importe. Mais effectivement, moi je pense que les dérives sont aujourd'hui de plus en plus connues et que les réseaux sociaux tels qu'ils existent aujourd'hui, voilà, moi autour de moi, le nombre de gens qui arrêtent les réseaux sociaux, c'est énorme, hein. Moi, c'est toutes les semaines, hein. Non, mais de toute façon, on le voit très Tu bien as avec, raison. les, voilà, avec, la réponse, des ados et enfin, moi, je sais que alors je sais pas, peut-être que je suis un cas à part, mais moi, mon fils aîné, bon, déjà, ils sont dans le collège public, mais politique zéro portable depuis 3 ans. Personne n'amène son portable à l'école. Moi, mon fils, jamais il prend son téléphone, à l'école, il reste à la maison. Donc déjà je pense que le fait que le collège ait cette politique et puis en fait, si tu veux, dès le premier jour, le directeur, il dit: «Si je trouve un portable, chez vos enfants, vous viendrez le chercher vous-même dans mon bureau». Je n'ai pas envie d'aller dans le bureau du directeur.
Tu as les chocottes? Voilà, donc non, donc j'étais hyper claire. Et du coup, heu, alors oui, ils sont très, geeks, voilà, ils jouent aux jeux vidéo, mais quand je regarde même, ils ont un groupe, Discord, et avec, je sais pas qui a rédigé, faudrait que je demande à mon fils, avec des règles, de, de bonnes pratiques dans le groupe, comment est-ce qu'on doit se comporter et cetera, avec Ouais, à une tartine, perte de l'utilisation, c'est génial. voilà, mais parce qu'en fait, je pense toute cette génération, moi dans ma ville, ils ont eu les gendarmes qui sont venus, ils ont un permis internet, ils ont été ultra sensibilisés et il y en a aucun, enfin c'est très très rare, enfin il y en a 1 sur 10 qui est sur TikTok quoi. Ils y sont pas. Mais parce que je pense qu'il y a eu un énorme travail de sensibilisation, les gendarmes qui sont venus, 3 fois en CM2 les voir, et du coup ça reste ancré. C'est Il y a génial. la même chose, au collège, c'est relayé, et comme il y a de l'éducation, il y a de la sensibilisation, et ben, il y a pas de dérive. Voilà. Mais depuis toujours, les enfants sont prescripteurs, hein. Si on met notre ceinture de sécurité, aujourd'hui, c'est grâce à eux. C'est parce qu'il y a une campagne, dans les années 80, une campagne de pub qui a parlé aux enfants et que les enfants sont venus demander aux parents de mettre leur ceinture. Oh oui. Et du coup, si ça passe par eux et que ça commence, dès la primaire avec des gendarmes qui sensibilisent sur les impacts, et cetera, c'est évidemment que c'est comme ça qu'il faut agir. Et oui, et donc ce qui Et nous oui. amène, voilà, à la question de parents, et donc là, on a une question. Alors d'habitude, les questions sont plus orientées sur les enfants, mais là, c'est questions orientées sur les parents. Donc cette semaine, j'ai reçu un message très honnête, et franchement, je pense qu'on va tous se reconnaître un petit peu dans ce message, d'un papa qui nous dit: «Je suis moi-même très souvent sur mon téléphone. Comment être crédible quand je demande à mes enfants de lâcher les écrans?» Alors merci beaucoup pour cette question, parce que je pense qu'on s'y reconnaît tous, et d'ailleurs dans l'enquête d'Academia, il y a 76% des parents qui disent qu'il faut réduire eux aussi, Oui, leur temps d'écran. Et donc, mais ils disent que ça va être difficile, la ils disent que plupart. ça va être difficile. Ouais, Mais oui. c'est bien que vous ayez interrogé les parents, parce que c'est vrai qu'on est toujours en train de Genre: parler des «Quoi? enfants. Qu'est-ce que vous dites?» C'est ça. C'est ça. Mais moi souvent, mais en fait, moi comme je fais beaucoup la guerre, dès que je suis sur, mes écrans là le week-end, je sais pas, je vais juste être à regarder un truc, c'est: «Et tu fais quoi sur ton écran, maman? Mais tu nous dis de pas regarder tes écrans alors que toi tu es en train de les regarder». Donc voilà, donc c'est vrai enfin par exemple, moi j'ai une règle, je dis toujours: «Pas de double écran». Si t'es devant Oui. la télé, t'es devant la télé, t'es pas machin. Et si j'ai le malheur, l'autre jour, j'ai fait les courses, je faisais mes courses en ligne devant la télé, donc j'avais l'impression de, j'ai eu des remontrances pas possibles, quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a des conseils pour ce papa qui nous dit, comment être exemplaire face aux écrans, nous aussi. Et je le répète aussi, phrase que je dis très souvent, le problème des écrans, c'est quand il fait écran à la relation parent-enfant, et c'est des 2 côtés. Alors, qui a Complètement. des astuces? Barbara, tu vas bien avoir des astuces, heu Alors moi, la tienne est top et j'ai la même. Pas de double écran, c'est simple, c'est efficace, et effectivement, ça agit sur le cerveau quand même. L'autre règle, c'est un jour dans la semaine. Nous, c'est le dimanche, et moi, c'est le dimanche et je me l'applique. C'est je ne touche pas mon téléphone le dimanche. Waouh, 0 message, rien du tout. impressionnée. Juste, tu vois, le dimanche soir pour regarder mon emploi du temps du lundi matin et pas démarrer trop en vrac. Mais moi, j'ai envie de dire à ce papa, ça dépend quel âge il a, mais il y a une nouvelle étude qui est sortie sur l'altérité des émotions des petits face à cette génération de parents qui sont connectés à leur téléphone pendant que les petits grandissent. Et en fait, l'étude montre que les petits enfants les petits perdent la notion de l'émotion. Du coup la création du lien, et donc ça génère chez eux des frustrations, des peurs, des craintes. Donc ils grandissent dans un environnement émotionnel, non émotionnel en fait, sans Non sécurité sécurisé. d'émotion, non sécurisé exactement, non sécurisé émotionnellement. Donc moi j'ai plutôt envie de lui dire, hem, il y a ton autodiscipline à toi, enfin il y a notre autodiscipline à nous, et puis il y a surtout, quand tu fais ça, posons-nous la question de l'impact que ça a sur nos enfants,
au-delà du rôle modèle, c'est-à-dire que là, l'étude prouve vraiment que le fait que nous soyons comme ça, on arrive à développer des fausses émotions et de l'insécurité chez nos propres enfants. Donc, il y a une conséquence directe parce que nous, on a une, il y a un nom, mais je le cherche depuis tout à l'heure, mais je l'ai perdu, mais de cette face là, comme ça, sur nos téléphones, qui n'exprime aucune émotion. Et donc, l'enfant lui-même est complètement perdu par rapport à sa propre création d'émotions. Donc ça franchement cette étude, c'est si on la garde tous en tête et qu'on est derrière nos écrans devant nos enfants, je pense que ça laisse à réfléchir. Non, non, mais enfin moi l'année dernière, j'ai été à l'UNESCO toute une journée avec des professionnels du monde entier sur ce sujet. Et en fait, tous, ils alertaient du fait que justement, jusqu'aux 3 ans, là, il y a un énorme souci d'un manque flagrant d'interaction qui fait qu'en plus, ça a des impacts sur le langage, et qu'en fait, il faut absolument avoir voilà, cette habitude de pas d'écran, mais aussi pour les parents avec les plus petits pour privilégier l'interaction parce que sinon ça va être une catastrophe sanitaire un peu plus Pascal, t'as des tips, Euh, toi? je sais pas, mais et comme tu l'as déjà dit, Solène, mais bravo au papa de poser cette question parce qu'elle est pleine d'humilité. OK. Il faut oser, tu vois, la conscientiser. Donc effectivement, cool cette question. On n'a pas balancé son nom. Non, on sait pas. Pas Euh, encore. je rejoins Marie, c'est pas simple, hein. Voilà, donc moi c'est pareil. Je vais pas être en mode donneur de leçons. C'est pas simple. Je pense qu'on est, enfin, beaucoup d'entre nous. C'est un exercice, voilà. J'adore la Barbara tous les dimanches en téléphone. Alors moi, t'es mon idole. Ouais. Non, moi dans les petits tips, moi ce que je fais quand je rentre à la maison, c'est que je mets le téléphone à l'envers. Donc voilà, Mmh. on voit rien. Je le fais à la fois pour moi, c'est-à-dire de pas être interrompu par des notifs, des machins. Pourtant j'en ai supprimé beaucoup, mais les WhatsApp, les machins. Donc à l'envers et sur un coin du meuble. Ça veut pas dire que de temps en temps je vais pas aller voir, mais en tout cas il est pas, tu vois, il est pas central. C'est pas un outil central. Pas de portable, effectivement dans tous les moments où on est ensemble, que ce soit, je sais pas, on est en train de faire un jeu ou évidemment tu es à table ou goûter, machin, rien. Moi, j'ai évolué aussi, moi, sur ma pratique, parce que moi, je crois beaucoup là aussi à la notion d'exemplarité et d'incarner un peu. Ça, c'est un peu compliqué de dire des choses et puis effectivement après, voilà, ils sont très forts pour nous le ressouligner, nos chers enfants. Et moi, je sais que j'ai quasi arrêté Instagram, et notamment parce que alors, moi, des fois, je partageais des photos de mes enfants, mais parce que j'ai bien écouté l'émission Génération Parents dédiée au Sur le sujet. parenting. Voilà, on voyait jamais leur visage, mais c'était quand même, tu te souviens, Solène, avec la feuille pendant l'automne, non, mais ou de dos ou machin. Et en fait, les enfants en grandissant, bah, forcément, ils posaient des questions, mais de pourquoi, ah ouais, c'est pour ton Instagram et machin, rien. Et du coup, en fait, j'étais de plus en plus mal à l'aise parce que j'étais hyper inconfortable entre le discours que je leur tenais et le fait que, bah, du coup, je le faisais. Et en plus, avec leur image, même si encore une fois, on les voyait pas, mais quand même. Et donc, du coup, en janvier dernier, et pour d'autres raisons, mais j'ai carrément arrêté, du coup, et ça a fait, du coup, l'objet de conversations. Et après, voilà, ça va être le dernier tip, on le dit à chaque fois, c'est effectivement d'en parler. Et je pense qu'il faut pas en faire un sujet tabou. C'est-à-dire que les réseaux sociaux font aujourd'hui, tels qu'ils sont aujourd'hui dans notre époque, ils font partie de la vie. Encore une fois, ils ont aussi des bienfaits. Je pense que c'est de les remettre à leur place d'outils. Voilà, ça reste un outil. Et donc, du coup, de montrer aussi c'est comment c'est fragilité en tant qu'adulte, bah ouais, c'est hyper dur, tu vois. J'ai du mal. Ah ouais, t'as raison, j'y suis trop. Ouais, t'as raison. Voilà, là, faut que je le mette de côté. Voilà, tu vois, d'oser dire que c'est difficile aussi pour soi, et de leur expliquer pourquoi c'est quand même pas un truc très sain et qu'en vrai, il y a plein de trucs trop trop cool à faire autre que passer du temps sur le téléphone, quoi. C'est sûr. Merci Pascal. Marie, est-ce que toi t'as des Oui, alors il y a énormément de choses qui ont déjà été dites, donc je vais pas, voilà, je partage beaucoup de vos tips. Je vais commencer par dire moi aussi que c'est évidemment pas évident. Je pense qu'il y a pas beaucoup de parents pour qui c'est facile. Il y a deux choses que je voulais dire. Une, c'est, tu viens un peu d'en parler, Pascal, mais effectivement plus concrètement de dire, bah là j'ai pris par exemple en situation où on a pris son portable alors qu'on s'était dit, bah là je vais pas l'y toucher, de dire, d'être transparente vis-à-vis de tes enfants et de dire, bah ah oui, bah là, tu vois, par exemple, j'ai pris mon téléphone parce que, j'ai pensé à quelque chose de mon travail, par exemple, et je voulais vérifier. Et tu vois, c'est pas une bonne idée, j'aurais pas dû le faire, mais ça montre en fait que moi aussi j'ai des difficultés à le faire. On est un peu tous dans le même bateau face
c'est un peu ses habitudes de comportement. Là, c'est juste un mail ou cette addiction, si on parle pour plus particulièrement des réseaux, mais voilà, de partager, de dire voilà, bah là effectivement, j'ai chuté quoi. Et bon, ça m'arrive à moi aussi. Je pense que ça peut ouvrir la discussion, déculpabiliser, montrer qu'on est dans le même bateau. Et puis après, il y a peut-être un exercice que j'aurais envie de conseiller. C'est un truc à faire tout seul, mais pendant une journée de semaine, je recommande parce que c'est peut-être plus représentatif, de noter en fait à chaque fois qu'on est allé sur un écran et ce qu'on y a fait et le temps qu'on y a passé. Parce que ça, de faire ça tout seul, ça permet de prendre conscience en fait du temps parce que et de manière plus détaillée que juste voilà les stats qu'on peut avoir et de voir peut-être de remettre en fait, d'avoir un peu, souvent ça je pense que la plupart des gens, ça fait un peu un électrochoc de se rendre compte, voilà, du temps qu'on y a passé et ça peut, nous donner envie de faire autre chose, ce qui pourrait être un moteur pour ensuite effectivement, avoir ce rôle de modèle qu'on essaye d'avoir, tant bien que mal Ouais, sur le sujet. je lisais, merci beaucoup Marie, je lisais une étude qui disait qu'on touche en moyenne nos téléphones 250 fois par jour. Donc c'est énorme. Et combien il y a de microbes sur le téléphone? Vous savez ou Ah pas? ça, En plus. ouais, c'est un autre sujet, c'est un autre sujet, Ouais, ça. autre sujet. Ouais. Merci beaucoup Marie. Moi, je vais vous donner, ça rejoint un petit peu tout, mais moi mes tips, c'est pas de téléphone à table déjà, pas de double écran, pas de téléphone dans les chambres le soir pour les parents et les enfants. Donc en fait, on a une base à l'entrée et tout reste là. Et après, le truc que je fais le dimanche soir, c'est qu'en fait, on compare nos téléphones avec mon fils aîné. Comme ça, en fait, il voit mon temps d'écran, je vois son temps d'écran. On voit ce qu'on a fait chacun dans l'écran et il voit en fait à quel point c'est aussi difficile pour moi que pour lui. Et donc voilà, on a une discussion transparente sur notre temps d'écran avec ça dure 10 minutes. Mais voilà, comme ça, on essaye de... Parce qu'en fait, je pense que le plus important, c'est la prise de conscience. Parce que exactement comme Complètement. les ados, comme je le disais sur le reportage TikTok d'Arte, ne voyaient pas le temps qui passait, je pense que les adultes, c'est pareil. On voit pas le temps qu'on y passe. Et peut-être juste pour conclure sur une petite vanne, ce qui est compliqué, mais ça a été abordé, c'est qu'effectivement, on vit pas sur des îles désertes. C'est qu'en fait, il y a les copains derrière, quoi. Là, moi, ce week-end, mon fils a fait sa première pyjama party. Et en Ouais. fait, il est rentré en me disant, vous êtes des gros ringards, j'en ai marre d'être dans une famille de ringards parce que moi, j'ai pas de Switch et vous voulez pas que j'ai de Switch. Et donc, et de Nerf en plus, les pistolets avec des machins, là, je sais pas quoi. Et donc, du coup, vous êtes des gros ringards. Hey, Bon, ok. t'es Pression parti sociale à pour nous deux. la Switch 2 à Noël, toi. No way. Bon, allez, on part sur le quiz. Et alors, Pascal et Barbara, je sais pas si vous avez regardé l'épisode 1 et 2 de la nouvelle saison, mais je comptabilise tous les points de tous les invités réguliers et à la fin de la saison 2, il y aura un grand gagnant avec Ok. une surprise. Je peux vous dire que Mika était au taquet la semaine dernière. Voilà, donc je compte sur Il vous. faut pondérer avec le nombre de présences. Enfin, après, va falloir faire un peu des maths. Hein. Le T'inquiète pas, on va sentiment de faire un justice, petit c'est On algo, demandera à important. ton mari, Solène. on va faire un petit algo de calcul aux petits oignons, Oui, t'inquiète pas. merci. Merci. Allez, on est parti pour un quiz première fois numérique des enfants et des ados. Alors, question numéro 1. À quel âge un enfant obtient-il en moyenne son premier smartphone? Réponse A, 8 ans. Réponse B, 10 ans. Réponse C, 11 ans et 4 mois. 10. B. Ouais, B 10 aussi, ans. ouais. B? Eh ben non, c'est la réponse C, 11 ans et 4 mois selon l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation. Alors, quel est l'âge moyen d'obtention d'une tablette personnelle? 7 ans, 9 ans et 5 mois ou 12 ans? 12 ans. 7 ans. Tablette, c'est inclus toutes les tablettes, pas juste Ouais. l'iPad, toutes Ouais. les tablettes de jeux et tout. Ouais. 7 ans. Tu Marie, regardes dans la 9 rue, ans. 7 ans. Marie, tu dirais quoi, toi? Moi, je dirais 9 ans avant le portable. Ouais. Eh bien, c'est 9 ans. Toujours selon l'Observatoire de la parentalité, l'âge d'obtention d'une tablette personnelle.
C'est tôt, hein, quand même. Hein. C'est hyper tôt. Ouais. À Mais 3 en ans, plus, là, vous c'est la voyez pas France. dans Je les suis sûre qu'aux poussettes? États-Unis, c'est plus tôt. Ah, Enfin, mais j'ai c'est pas regardé sûr, la dans France. les, effectivement, j'ai encore un référentiel où les enfants avec des poussettes, ils ont 2-3 ans et ils tiennent avec des cases de tablettes avec les 2 poignets et ils regardent leur tablette. Question 3. À quel âge un enfant crée-t-il son premier compte sur un réseau social? 11 ans, 10 ans, 8 ans et demi? 11 ans. 11 ans. 11 ans. Eh ben, selon la CNIL, c'est 8 ans et demi. Mais ils Non. ont pas de téléphone. Bah, tu vois, ils le créent sur quoi? Bah, la tablette. Faut bien dire, ils ont pas de Bah, la tablette. tablette, Bah sur non, la ils ont pas tablette. de Sur la tablette. Sur la tablette. Mais je le répète, hein, il y a que, enfin, je l'avais dit à l'épisode 1, là, il y a que 23% des parents qui ont mis en place un contrôle parental. Question 4. Quel pourcentage d'enfants de moins de 13 ans utilisent déjà au moins un réseau social régulièrement? Réponse A, 25%, 50% réponse B, 75% réponse C. 50 ou 75, mais allez, 50. Quel âge? Moins de 13 ans. Oh, c'est peut-être. Eh ben, c'est 75%. En fait, à En fait, chaque moi, fois, je vais faut être répondre nul le sur les max. Hein. Pardon. Ouais, Moi, je vais être ouais. nul sur les coups parce que je ne veux pas voir les réponses. Les réponses, elles ne me vont pas. Bah oui, mais en fait, c'est la prise de conscience. C'est pour ça que je partage des chiffres. Bah Parce qu'en ouais, fait, ce carrément. qu'on Moi, voit c'est et même ce la qu'on question, quoi, qui me choque. et c'est ce qu'on voit et c'est ce Ouais. qu'on a vu avec l'enquête d'Academia, c'est qu'on est tous biaisés. On pense tous que les résultats vont être ça et en fait, non, c'est toujours le contraire de ce qu'on pense. À quel âge les enfants reçoivent-ils leur premier smartphone? 7 ans, 9 ans et 9 mois ou 11 ans? 11 ans. 11 ans. 11 ans. Smartphone en plus, 11 ans. Eh ben non, c'est 9 ans et 9 9 ans. mois. Ok. Ensuite, question 6. Quel pourcentage d'enfants de 6 à 10 ans possèdent déjà un smartphone en France? 25%, parce que 35% ou 50%? Ouais, 50%. 6 à 10 ans. Bah oui, par rapport à la question précédente, ouais, 50%. Bah oui, Ouais. 50%. C'est ça, 50%. Et pour terminer, quel usage numérique est le plus répandu chez les 15-24 ans en France? A. Jouer aux jeux vidéo. B. Regarder des vidéos YouTube. C. Utiliser les messageries instantanées. Utiliser les messageries instantanées. Ouais, messagerie. Ouais. Oui, c'est ça. 92% des jeunes de 16-24 ans utilisent les messageries instantanées. Et ben voilà pour ce super quiz pour les premières fois de nos kids dans l'ère du numérique. Et on voit que les premières fois, elles sont très, 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 très tôt. Bon, et ben on a fini avec cet épisode de Génération Parents. Merci à nos invités, Barbara et Pascal. Et bien sûr, merci à Marie pour Merci Solène. cet Merci à tous. éclairage sur cette super enquête que je vous invite à lire. Je mettrai le lien de l'enquête dans les commentaires de l'épisode. J'espère que vous repartez encore avec des idées pour accompagner vos enfants dans leur développement émotionnel et éducatif. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Si vous avez aimé cet épisode de Génération Parents, n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes de podcast ou sur YouTube et de nous laisser un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Merci.